Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1137e épisode de l'After Zappimage. On va débuter donc avec l'affiche de la soirée en Ligue des Nations. Ça concerne évidemment l'équipe de France, puisqu'à 20h45 et ça sera diffusé sur TF1, les Bleus vont retrouver la Belgique après notamment l'épisode du Mondial 2018. Demi-finale ce soir de Ligue des Nations pour l'équipe de France face au Diable Rouge. Belge, une petite déclaration de Didier Deschamps qui nous dit « Il y a toujours eu une rivalité saine parce que c'est un pays frontalier ». L'après-match a été marqué par quelques déclarations mais aussi beaucoup d'interprétations. On se souvient tous évidemment de ce mondial 2018, de cette qualification de l'équipe de France 1-0 face à la Belgique grâce à ce but de Samuel Umtiti, et on se souvient aussi de quelques réactions, comme le dit le sélectionneur Didier Deschamps, d'après-match notamment, par exemple celle de Thibaut Courtois, qui avait tout simplement, on peut le lire, le somme après cette défaite de la Belgique. Il annonçait en conférence de presse que la Belgique méritait de se qualifier, que la Belgique était meilleure sur ce match et que l'équipe de France n'avait fait que défendre. Ensuite, une déclaration d'Hugo Lloris qui nous dit « On sent qu'il y a quelque chose dans l'air ». Mine de rien ce soir, c'est quand même une demi-finale. Il y a une finale à aller chercher ce week-end et un trophée à aller chercher pour l'équipe de France. Alors évidemment, on sait tous que cette Ligue des Nations est toute jeune et toute récente, donc il y a évidemment beaucoup moins de prestige qu'une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe évidemment, mais ça reste quand même une compétition avec un trophée au bout. Ce ne sont pas de simples matchs de phase de groupe, donc c'est sûr que pour les joueurs évidemment il y a un petit challenge à aller chercher ce soir et puis espérer donc cette qualification pour la finale de ce week-end. On jette un coup d'œil, les amis, à la composition probable de l'équipe de France ce soir pour affronter les Diables Rouges, avec Hugo Lloris dans les buts, une charnière à 3 défenseurs, Lucas Hernandez, Raphaël Varane, Jules Koundé, Théo Hernandez, Benjamin Pavard, Pogba, Griezmann, Rabiot, et puis donc en attaque, le duo Kylian Mbappé et Karim Benzema. D'ailleurs, on a une déclaration d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, qui nous parle de Karim Benzema, et Raymond Domenech qui nous parle de l'échec de l'Euro pour l'équipe de France. Il lui dit « La France a raté son Euro parce qu'elle a joué contre nature à cause de la présence de Benzema à la pointe de l'attaque. Cette équipe sait défendre, conserver le ballon, tenir bon et jouer le contre. C'est sa philosophie, son ADN. » Donc pour Raymond Domenech, l'équipe de France a dénaturé son style de jeu sur cet Euro, et c'est pour ça que les Bleus ne sont pas allés loin dans cette compétition, puisqu'on avait vu quand même des choses diamétralement opposées entre l'équipe de France de 2018 et celle que l'on a vue donc l'été dernier lors de l'Euro. Voilà les raisons de l'échec pour Raymond Domenech, et notamment la présence de Karim Benzema. Donc autant vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. On va continuer les amis évidemment avec la première nation qui s'est qualifiée pour cette finale de la Ligue des Nations. C'est l'Espagne hier qui s'est qualifiée aux dépens de l'Italie du côté de Milan. L'Espagne qui s'impose 2-1 face à la Squadra Azzurra grâce à un doublé de Ferran Torres. Et puis c'est Pellegrini qui a marqué le but italien en fin de rencontre. À noter que la Squadra Azzurra a joué un petit peu plus d'une mi-temps à 10 contre 11 après l'expulsion pour pour 2 cartons jaunes de Leonardo Bonucci. Ferran Torres qui se mue maintenant en véritable numéro 9 de la Rora. 12 buts marqués en 21 apparitions avec la sélection espagnole. 6 des 7 derniers tirs cadrés de Ferran Torres avec la Rora ont terminé au fond des filets. Autre petite info hier du côté de la sélection espagnole, la présence de Gavi Pérez, le jeune joueur du FC Barcelone, à l'âge de 17 ans et 62 jours. Il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec la sélection espagnole. Il a notamment devancé par exemple Ansu Fati, Boyan ou encore Pedro Reguero. Une petite déclaration d'ailleurs du sélectionneur de la Rora, Luis Enrique, qui nous parle de Gavi. Il nous dit « Nous parlons d'un joueur rare en parlant de Gavi. Il joue sur le terrain comme s'il était dans l'arrière-cour de sa maison. Il est le présent et l'avenir de l'équipe nationale. » On a vu un joueur quand même qui, malgré son jeune âge, était déjà très à l'aise, très sûr de lui sur le terrain. Il a une attitude vraiment d'un garçon qui pourrait avoir déjà une très longue expérience. C'est pas du tout le cas. Il a à peine 17 ans et pourtant on l'a vu déjà très à l'aise hier et évidemment très doué
techniquement. Petite information évidemment du côté de Barcelone, on va tout faire pour blinder la jeune pépite Gavi Payet. Nouveau contrat qui est prévu jusqu'en 2026 pour le jeune Gavi avec une clause libératoire qui devrait être de 500 millions d'euros. Une déclaration de Luis Enrique, très très fier de ses hommes hier après cette victoire contre la Squadra Azzurra. Il nous dit: mes joueurs ont été géniaux, ça a été un match assez agréable quand même hier entre l'Italie et l'Espagne. On a vu une Rora efficace devant le but, ça n'avait pas toujours été le cas lors du dernier Euro. Donc c'était vraiment un match très sympa parce que évidemment on a aussi retrouvé la Squadra Azzurra que l'on avait vu sur cet Euro. Malheureusement pour la Squadra Azzurra, quelques problèmes de fébrilité défensive, notamment sur la première période. Ça n'avait pas été le cas sur l'Euro. Hier ils ont été un peu trop fébriles et ils ont dû courir après le score en plus de ça. À 10 contre 11, on poursuit avec une petite statistique sur la Squadra Azzurra de Roberto Mancini. Depuis 3 ans maintenant, il est le sélectionneur de la nationale. Et donc sur ces 3 ans, il y a eu 2 matchs où l'Italie a eu une possession très très faible. À chaque fois, ça a été face à l'Espagne. Lors de la demi-finale du mondial, c'était 25% de possession pour l'Italie. Hier, c'était seulement 29%. Évidemment, quand on affronte l'Espagne, on sait très bien à quoi s'attendre et on sait très bien qu'on n'aura pas beaucoup le ballon. Ensuite, on continue les amis avec une stat aussi assez intéressante. L'Italie n'avait plus perdu à Milan depuis 1925. C'était un match face à la Hongrie. Donc il s'est écoulé exactement 35 325 jours entre la dernière défaite de l'Italie à Milan et donc celle qui est arrivée hier. 96 ans que la Squadra Azzurra n'avait pas perdu du côté de Giuseppe Meazza. C'était 46 matchs, 32 victoires, 14 matchs nuls. Et donc cette défaite hier aussi, elle est synonyme de fin de série pour l'Italie qui, on le rappelle, était sur une série de 37 matchs consécutifs sans la moindre défaite. La dernière défaite de la Squadra Azzurra, c'était en octobre 2018. C'était donc la plus longue série du football international. Maintenant, c'est l'Algérie qui détient la plus longue série de matchs sans défaite dans le football international. On va regarder quand même quelques chiffres sur cette série hallucinante de l'Italie. Donc 28 victoires, 9 matchs nuls, 93 buts marqués, 12 buts encaissés, 34 matchs avec au moins un but inscrit, 25 clean sheets et donc les meilleurs buteurs sur cette série de 37 matchs, Ciro Immobile et Andrea Bellotti. On va terminer donc sur ce match entre l'Italie et l'Espagne avec cette image honteuse que l'on a vue hier du côté de Giuseppe Meazza où Gigi Donnarumma, le portier de la Squadra Azzurra, a fondu en larmes à la fin de la première période puisqu'il a été victime de nombreux sifflets de la part du public italien. Donc c'est évidemment lié à son départ de Milan du côté du Paris Saint-Germain. Malheureusement, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de la part des supporters de la Squadra Azzurra hier de siffler Gigi Donnarumma, puisque on l'a vu très fébrile sur cette rencontre. Il a été coupable aussi d'une boulette. Donc voilà, je pense que voilà, ça aurait pas dû être il n'aurait pas dû être sifflé. Ce sont des choses de club. Ce qui s'est passé entre Milan et le Paris Saint-Germain, c'est en club. Hier, Gigi Donnarumma, il est venu quand même représenter son pays. Malheureusement, il a été conspué par le stade de Giuseppe Meazza et ça a été difficile pour lui qui a fondu en larmes. On continue les amis du côté de la Ligue 1. Une petite information par rapport au débordement que l'on avait vu notamment lors de Lens-Lille et de Angers-Marseille. Pour le moment, il y a un point de pénalité avec sursis pour le LOSC, pour le Racing Club de Lens et pour l'Olympique de Marseille. Du côté de l'OM, le jeune Bamba Dieng a été élu pépite du mois de septembre en Ligue 1, on l'avait vu, notamment buteur face à l'AS Monaco, double buteur, le jeune Bamba Dieng. Direction Paris maintenant, plusieurs déclarations en ce qui concerne Kylian Mbappé et son avenir. Il y a sa maman qui a pris la parole très récemment après l'interview de Mbappé auprès de RMC. Sa maman qui nous dit: il y a 4 ans, le Real était plus attractif que le Paris Saint-Germain et on a choisi le PSG. Cet été, Kylian avait décidé de rejoindre le Real car il voulait réaliser son rêve et être au début de l'histoire. On enchaîne avec une autre déclaration de la maman de Kylian Mbappé qui nous dit: avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. Actuellement, on discute avec le Paris Saint-Germain et ça se passe bien. J'ai même eu Leonardo hier soir au téléphone, donc évidemment, on le sait, le Paris Saint-Germain ne lâchera pas l'affaire sur le dossier Mbappé. Il y a toujours des négociations entre le PSG, le club, et donc les représentants de Kylian, la maman, le papa, qui gère évidemment la carrière du fiston. Donc évidemment, même si c'est le rêve de Kylian d'aller du côté du Real Madrid,
Bien, affaire à suivre hein, tout au long de la saison. Ensuite, on a une déclaration de Nicolas Anelka qui travaille lui aussi du côté de RMC. Maintenant, il est consultant. Il nous dit que le Paris Saint-Germain a fait une erreur sur le dossier Mbappé. Il nous dit quand tu as un phénomène comme ça, tu le resignes 2 ans avant déjà. Ça, c'est une grosse erreur. Si tu n'arrives pas à le resigner, tu le vends tout simplement. Moi, je suis d'accord avec Nicolas Anelka. Après, on a une donnée aussi qui est très, très simple hein, dans ce dossier. Kylian Mbappé ne veut pas, ou en tout cas ne voulait pas, et peut-être ne voudra pas prolonger avec le Paris Saint-Germain parce que, comme le dit sa maman, c'est son rêve d'aller jouer au Real Madrid. Alors après, c'est évidemment compliqué parce que tu as beau proposer un salaire mirobolant, en plus je pense pas que ça soit vraiment ça qui va faire changer la donne du côté du Paris Saint-Germain. Si le joueur ne veut pas prolonger et s'il veut tout simplement réaliser son rêve, tu auras beau lui proposer tout ce qu'il faut, eh bien, Kylian Mbappé prendra la décision de s'engager du côté du Real Madrid. Je pense que la seule solution, c'est vraiment que le Paris Saint-Germain, cette année, aille chercher la Champions League et que le Real Madrid, lui, échoue dans sa quête de Ligue des Champions, ce qui pourrait laisser Kylian Mbappé en plein doute et sur la question de où je suis le mieux pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Est-ce qu'il faut mieux être à Paris ou au Real Madrid? Au niveau de l'effectif, moi je dirais qu'actuellement il faut mieux être du côté du Paris Saint-Germain. Après voilà, c'est le terrain qui parlera dans les prochaines semaines et les prochains mois. On enchaîne avec une déclaration de Mauricio Pochettino qui met un petit peu la pression aussi sur Neymar, sur Sergio Ramos, sur Léo Messi. Il nous dit peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014 ou celle de Messi et Neymar. Ces footballeurs sont de grands champions, mais ils doivent s'habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu'ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être à leur niveau. S'ils récupèrent cette étiquette, bien sûr, nous pouvons accomplir n'importe quoi, mais le combat commence pour trouver la meilleure version de chacun. L'orchestre doit être juste. Évidemment, pour le moment, on attend évidemment la première apparition de Sergio Ramos. On attend encore un petit peu plus de Léo Messi. On attend aussi beaucoup de Neymar qui vit un début de saison compliqué. Tous ces joueurs actuellement ne sont pas au top niveau et du côté de Paris, on a quand même réalisé de gros investissements pour que ces joueurs apportent une plus-value, ce qui pour le moment n'est pas forcément le cas. Ensuite, on continue les amis du côté de Barcelone, une déclaration de Memphis sur son arrivée en Catalogne. Les journalistes qui lui ont posé une question très simple, est-ce que tu regrettes d'être venu du côté de Barcelone après donc tous les épisodes hein, du côté du Barça, le départ de Messi, les problèmes financiers? Il nous dit, comment peux-tu demander ça? C'est Barcelone, je ne pense pas que vous compreniez à quel point ce club est grand et ce que ce club peut signifier pour un joueur. Autre information côté catalan, le directeur général du Barça a révélé hier que l'ancienne direction s'est aperçue le jour où ils ont signé Antoine Griezmann qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour l'engager tout simplement. Ils ont donc contracté en urgence un prêt de 85 millions d'euros. C'est assez hallucinant hein, ce que l'on entend du côté de Barcelone au niveau de la gestion des transferts depuis quelques mois. Il y a des informations qui tombent qui sont complètement hallucinantes. Ils n'avaient pas les fonds. Le jour de la signature d'Antoine Griezmann, ils ont contracté un prêt en urgence. Hier, le Barça a d'ailleurs communiqué son bilan annuel au niveau de l'économie du club avec des pertes annoncées de 481 millions d'euros. Les recettes ont baissé de moins 26%, évidemment, c'est un petit peu lié aussi au Covid, tandis que les charges, donc tout ce qui concerne notamment les salaires, eux, ont augmenté de plus de 19%. Donc évidemment, le Barça est plus qu'endetté. Ensuite, direction Madrid maintenant. Une petite information et statistique sur Vinicius Junior, qui est le joueur qui a effectué le plus de dribbles en Champions League cette saison. Après 2 journées, Vinicius devance Neymar avec 16 dribbles. On continue aussi avec une déclaration de Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid. Il nous dit la reconstruction du Real va prendre du temps. Ce dont le Real a besoin, c'est d'une paire de défenseurs centraux. Je les ai vus contre Mallorca, victoire 6-1. Mais pourtant que c'était difficile au niveau de la défense centrale. Ensuite, une information aussi qui concerne Casemiro, qui devait participer au rassemblement avec la sélection brésilienne. Il souffre d'une infection dentaire. Il va rester du côté de Madrid durant cette trêve internationale. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real, puisque on a vu un Casemiro assez émoussé sur ce début de saison. Petite information du côté de l'Angleterre. Le Bayern et la Juventus sont très intéressés par Timo Werner. Julian Nagelsmann, qui a connu d'ailleurs le joueur du côté du RB Leipzig, pourrait tenter une offensive hein, sur le prochain mercato
estivale. L'avenir de Timo Werner semble quand même très compliqué du côté des Blues de Chelsea. Direction Manchester United, une déclaration d'une légende du football anglais, Alan Shearer, qui prévoit et qui voit surtout Ronaldo marquer au moins 20 buts cette saison en Première Ligue. Il nous dit que ce sera le minimum. Je pense qu'on est d'accord, Cristiano sera encore certainement autour de la barre des 20 buts, vraisemblablement un petit peu plus que les 20 buts pour CR7. Autre info côté Red Devils, Paul Pogba visiblement a pris la décision de continuer avec les Red Devils. Information, l'équipe, il se voit prolonger son contrat avec les Red Devils. Il pourrait même devenir le joueur le mieux payé de l'histoire de Manchester United. On poursuit les amis avec cette petite image. C'était le week-end dernier lors de Liverpool-Manchester City après le but génial de Mohamed Salah. Regardez la réaction du défenseur Joël Matip qui se prend la tête à deux mains après ce but incroyable de Mohamed Salah. C'était un but digne des grandes heures de Léo Messi lorsqu'il prenait le ballon tout seul et qu'il partait dans une chevauchée folle. C'est exactement ce que nous a fait Mohamed Salah le week-end dernier. On va terminer les amis avec une petite information assez drôle et insolite du côté du Hertha Berlin. Alors que 90% des joueurs du Hertha sont vaccinés contre le Covid, le club allemand a décidé de mettre la pression sur tous les joueurs qui refusent de se faire vacciner. Le moyen de pression, c'est tout simplement de dire aux joueurs que s'ils ne se font pas vacciner, eh bien, ils devront payer eux-mêmes leur test PCR. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Test PCR, c'est grosso modo 50 € pour des joueurs qui touchent des milliers d'euros. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment leur faire changer d'avis. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!